Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, la balado techno du groupe Cogeco qui aime ça quand il fait beau. Là, je suis un petit peu à court de rimettes qui finissent par O. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Monsieur McKenna, une rime en haut qui parle de météo. On vous écoute. Non, attends. Et on diffuse en stéréo. Mais ça, j'arrive pas à figurer si c'est vrai parce que si vous entendez moi à gauche et Pascal à droite, un peu comme notre vidéo sur nos canaux vidéo, sur YouTube entre autres, ben vous nous le direz parce que j'ai aucune idée si on enregistre. Je pense pas en fait. Je pense que ce serait très particulier qu'il y ait une légère spécialisation, mais que je sois complètement à gauche et toi complètement à droite. Je pense que on va appeler Dolby. On pourrait être le premier podcast canadien en Dolby Atmos. Oui. C'est comme si vous étiez assis entre moi et Pascal. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, ça l'a dit. Les gens vont se réveiller la nuit en soir en disant « Oh non! Pourquoi j'ai pensé à ça? C'est effrayant. » On salue nos partenaires pour 2024. TELUS, Plan Hub, merci d'être avec nous. On a des nouveaux partenaires qui s'en viennent. Ne vous inquiétez pas, j'en parle depuis quelques semaines. On a bien hâte. D'ailleurs, on va parler avec quelqu'un de TELUS dans quelques minutes. Dans cet épisode, on va parler de karaoké en voiture, quelque chose de super sécuritaire. Quelque chose que tout le monde demandait, ben oui, avec impatience. Exactement, de Google Maps. C'est encore une fois quelque chose qui est pratique en voiture. Puis je te raconterai ma super anecdote de navigation avec Google Maps qui m'a amené dans des sens interdits. De jeux d'argent de Starlink, d'Apple Watch série 10 et du ZenBook 14 avec le nouveau processeur Core Ultra d'Intel, la guéguerre des laptops et des ordinateurs. Ah oui, avec une nouvelle puce Intel. Oui. Une nouvelle puce Intel, très très hâte d'en parler. Et le ZenBook, c'est une belle machine dans la nouvelle génération, là. Bel appareil. Je veux dire ceci, on ne parlera pas d'écouteurs Bluetooth cette semaine, mais un jour, on va finir par en parler parce que j'ai des écouteurs de toutes les marques. J'ai des trucs OnePlus, des trucs Google, des trucs Apple, et je vais vous dire ceci, pourquoi on n'en parlera pas cette semaine, parce que j'en ai porté un et j'ai attrapé une infection de l'oreille comme j'ai jamais vu avant. Je suis sur des médicaments super puissants. J'en ai pour une semaine. Donc, je vais commencer par investiguer un peu sur c'est quoi le problème avec ces affaires-là. Ah, c'est même pas... L'autoscope j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'un miroir. Mon oreille est comme 3 fois plus grosse que l'autre. Fait que c'est ça, mais avec l'autoscope, tu verrais le fond. J'ai montré les images à un ORL qui a fait « Oh, tabarnouche! » Les images sont de meilleure qualité que les appareils qu'on a professionnels. Fait qu'on... En tout cas, je veux pas nécessairement voir de quoi a l'air l'intérieur de mon oreille, mais je peux dire que de l'extérieur, ça fait mal. Donc, je vais attendre de soigner ça. Je vais regarder c'est quoi le... Parce que je disais quelque part que, évidemment, plus qu'il y a d'écouteurs Bluetooth qui se portent, plus qu'il y a d'infections aux oreilles qui se manifestent, n'est-ce pas? Donc, on va investiguer là-dessus. Parce que c'est peut-être un problème sous-estimé de ces nouveaux gadgets. Tu sais, du plastique chinois qu'on se met dans les oreilles, ça se peut qu'il y ait des infections. Ça, puis des parasites. Ça pourrait être mal interprété ce que tu dis, mais on va faire de quelque chose qu'il ne faut pas faire en voiture, mettre des écouteurs. Je vois beaucoup de gens qui ont des écouteurs en voiture. Oui, c'est vrai. Chose à ne pas faire parce que ça enlève... Non, et puis il faut bien entendre parce qu'il y a des choses qu'on voit pas, on les entend des fois avant que ça rentre dans notre champ de vision. Mais t'as raison, on part nos espressos de tech avec une grosse nouvelle que j'ai reçue 2 fois plutôt qu'une parce que je fais de l'auto et de la techno, donc j'ai reçu une nouvelle de Ford. Et 2 heures après, j'ai reçu la nouvelle de Stingray Digital. Stingray, vous savez, c'est une compagnie de Montréal qui fait dans, appelons ça la radio numérique. Ils ont un paquet de chaînes dans les services de télécâblés où c'est que de la musique. Ils ont une application mobile aussi, grâce à laquelle on peut écouter des stations de radio préfabriquées. On peut trouver aussi de la musique numérique. C'est un peu le Apple Music ou le Spotify québécois. C'est pas vraiment loin de ressembler à ça. Ils sont plus discrets dans leur approche parce qu'ils approchent des tiers qui diffusent plutôt qu'être directement face aux consommateurs. Donc, ils ont leur approche. Et ils ont beaucoup de succès dans certaines régions du monde avec leurs applications de karaoké. Et là, vous me voyez venir comme une tonne de briques. Ils ont dit, pourquoi ne pas embarquer les karaokés dans les voitures? Ils viennent de signer une entente avec Ford pour essayer ça. Je sais pas si c'est eux qui me disaient ça, mais semble-t-il que le karaoké en voiture est extrêmement populaire en Asie. Généralement, les affaires qu'on comprend pas chez nous, ce qu'on nous dit comme un peu par défaut pour excuser ces affaires que nous on comprend pas, c'est comme c'est super populaire en Asie. Écoute, c'est un exemple. En voyage à Taïwan, je me souviens que dans l'autobus qui nous emmenait d'un événement à l'autre, il y avait des micros de karaoké et nos guides se sont mis à nous chanter des chants. Écoute,
C'est une expérience assez troublante. Qu'ils sortent les micros dans l'autobus, tout le monde est super content de faire du karaoké dans l'autobus. Écoute, ça occupe, c'est sûr. Caravane, allons à la cabane en boucle. Ça, c'est la chanson de ton choix. Mais écoute, avec des micros, c'est... À suivre, mais si jamais vous vous emmerdez en voiture, évidemment, il ne faut pas être le conducteur, parce qu'il faut quand même garder sa concentration sur la route, mais c'est sûr que ça déconcentre, je peux pas croire. Bref, une distraction de plus. Si vous êtes curieux pour ça, allez voir ça. Ford et Stingray. Je me rappelle plus du détail quand ça va embarquer, de quelle façon, mais c'est sûr qu'on veut pousser un service. Les constructeurs d'automobiles veulent pousser de plus en plus des services par abonnement dans les voitures aussi. On paye tant par mois et on ajoute telle fonction. Donc ça, c'en est une qu'on sent qui va mener à un abonnement éventuellement. Si vous voyez des gens avec des micros dans leur voiture, une main sur le volant, une main sur le micro, les yeux sur l'écran pour les paroles. C'est pas une bonne idée. Poussez-vous en courant. L'autre chose qui donne envie de se pousser en courant, Alain, c'est l'intelligence artificielle. Il faut qu'on en parle dans chaque épisode. On est condamné à ça. L'intelligence artificielle, attention, où? Dans son imprimante, Alain. Tu veux-tu ça? Qui a besoin de ça? Qui réclame l'intelligence artificielle? On sait qu'une imprimante, c'est peut-être le périphérique le plus désagréable à utiliser sur un ordinateur personnel. Et on sait que l'intelligence artificielle est super désagréable à utiliser la plupart du temps. Les deux ensemble, comment ça peut aller bien? Qu'est-ce qui peut bien fonctionner? Mais écoute, c'est une idée d'HP qui appelle ça Perfect Output. Et ça s'en vient, la sortie parfaite. Déjà, le titre est particulier. Qui va détecter, quand tu vas imprimer une page d'un site web, par exemple, va détecter les publicités, les coupures de pages au mauvais endroit, va reformater le texte, va positionner les photos pour que ça fasse quelque chose de beau et d'harmonieux. Ça va aussi aider pour l'impression des feuilles de calcul. Tu sais, les feuilles de calcul où tu imprimes, puis il y a une colonne qui est sur une deuxième page, puis là, tu es obligé, c'est l'horreur. Tu gaspilles du papier, tu gaspilles de l'encre, les compagnies se réjouissent. Il semble qu'avec Perfect Output d'HP, disponible bientôt dans certaines imprimantes, on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas si ça va être des nouvelles imprimantes, ça va être sur les imprimantes actuelles via une mise à jour, ou s'il va falloir acheter une nouvelle imprimante avec l'option Perfect Output. Ah, ça va coûter cher. Est-ce que ça va être par abonnement? On ne le sait pas. Écoute, c'est en bêta, il paraît c'est chez certains utilisateurs, donc ça a l'air compatible avec certaines imprimantes aujourd'hui. Et ça va être déployé en 2025 si tout va bien. J'ai hâte de voir si la vague de l'intelligence artificielle va pas... Je commence à avoir des soupçons que ça va peut-être faire comme le 3D, ça va peut-être faire comme à un moment donné, ça va peut-être faire... On n'entendra plus parler pendant quelques années avant qu'ils nous ressortent ça. Il y a une fatigue, c'est certain. Le dorama, oui, ça aussi. L'intelligence artificielle, à suivre. En attendant, il va en avoir encore plus parce que l'autre nouvelle express est aussi basée sur l'intelligence artificielle, puisqu'on a appris que Google allait déployer Gemini, son assistant virtuel basé sur l'IA générative, sur toutes les générations de ses écouteurs Pixel Buds. On pensait que ça viendrait seulement avec les Pixel Buds Pro 2 qui ont été dévoilés avec le Pixel 9 il y a quelques semaines, mais non. Finalement, ça va débarquer sur les appareils, sur les écouteurs de votre choix. Je ne sais pas si c'est pas indicateur du fait que personne veut utiliser Gemini dans ses écouteurs. C'est à suivre, n'est-ce pas? On va voir ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression, je ne sais pas c'est quoi j'aimerais ça dans la pièce où ces choses-là se décident. Je pense pas que personne dans le monde demande de vouloir parler à un assistant numérique vocal dans son téléphone, dans ses écouteurs, n'importe quoi. Parce que je pense pas que ça vient des consommateurs. Je pense que ça vient des entreprises qui poussent ça en se disant c'est facile à intégrer et on va séduire des gens sans savoir si les gens, ça les intéresse vraiment. Je pense pas qu'il y ait un haut taux d'adoption de ces appareils-là, de ces assistants vocaux-là. Mais qu'en sais-je? Parce que moi, tapoter mon écouteur, j'aime pas ça. Les gros écouteurs, peut-être, ceux qui couvrent l'oreille circumauriculaire, ça marche bien. Mais avec des petits bouchons, tapoter ces petits bouchons, trouver le bon tapotage, dire le bon mot-clé sans que ça se déclenche automatiquement pendant une conversation. C'est assez particulier comme option. Écoute, fabriquons des écouteurs dans lesquels on peut parler comme au téléphone et que les gens à l'autre bout fassent pas. Tu peux-tu enlever tes écouteurs, je t'entends mal. Je pense que ce serait un bon début. Je pense qu'on devrait viser ça pour commencer. On verra pour la suite. Kaspersky est banni aux États-Unis à partir du 29 septembre. Récemment, les consommateurs qui avaient Kaspersky dans leur ordinateur se sont rendus compte qu'ils avaient Ultra AV installé dans leur ordinateur à la place, un antivirus, sans qu'il ait rien demandé. Kaspersky s'est dit « D'accord, je quitte, je ne suis plus là » et a installé
un autre antivirus à la place sans prévenir ou sans trop prévenir les consommateurs. Ça rassurant, ça. Évidemment, c'est ça. Ça se met la confusion et l'inquiétude chez les utilisateurs de Kaspersky. L'antivirus est évidemment très similaire. On en a déjà parlé. Les antivirus, pour moi, là, plus c'est mon opinion personnelle, pour moi, sont assez similaires. À moins qu'on regarde dans les petits détails, les options payantes, là, on parle des antivirus payants, pour moi, sont très, très similaires, sauf pour des détails. Il semble qu'Ultra AV est très similaire, sauf qu'il n'y a pas de protection pour les webcams, il n'y a pas de protection contre les paiements en ligne versus ce que Kaspersky offrait, mais il offre $1 million d'assurance si on vole ton identité et il va protéger les transactions à haut risque comme les changements de mot de passe et tout. Et je trouve ça très cavalier comme technique de dire, écoute, sans te prévenir, je te donne pas le choix, je t'échange. D'accord, on garde en tête qu'on conserve la protection qu'on offrait aux consommateurs, mais que ce soit pas plus transparent. Moi, je serais très offensé que, je sais pas moi, Adobe, Acrobat se remplace par un autre logiciel sans prévenir dans mon ordinateur. J'aurais des petites palpitations si c'est pas indiqué clairement avec mon accord et puis que je puisse pas passer à d'autres choses. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est des logiciels qui sont supposés de sécurité qui nous insécurisent. Ça, c'est toujours un peu bizarre. Mais bon, bref, il y a de l'abus dans tout, n'est-ce pas? Donc, dans les commentaires laissés en ligne, les reviews sur n'importe quoi, Amazon et sur Google Maps. Les commerces là, sur Google Maps, souvent, quand on cherche un restaurant dans un quartier qu'on ne visite pas souvent, là, on va chercher les commentaires. Évidemment, il y a beaucoup de faux commentaires. Et là, Google vient d'annoncer que dans Google Maps, on va identifier, on va repérer les faux commentaires et on va le signaler dans la fiche des commerces sur Google Maps. Donc, si vous googlez sur Google Maps pour un restaurant, un dépanneur, n'importe quoi, et qu'il y a des faux commentaires, vous le saurez. Je pense que c'est une bonne idée. On espère. Ben oui, mais j'espère que ça va être bien détecté. Il faut espérer. Ça va être, c'est un autre endroit où c'est le chat et la souris. Là. C'est-à-dire que dès que quelque chose arrive à détecter, on trouve une autre façon de décontourner cette détection. Donc, il faut continuer à toujours chasser le faux commentaire, mais peut-être aussi ne pas lire les commentaires, je sais pas. C'est délicat parce que je pense que les commentaires, c'est une belle façon de se donner un avis sur un commerce. Un commentaire, même légèrement négatif, genre « ils ne font pas telle chose, leurs heures d'ouverture sont... » Tu sais, c'est des commentaires qui vont t'aider. Leur poulet frit était pas terrible. OK, je commanderai pas le poulet frit, mais le reste est très bon. Mais quand c'est je pense qu'il y a eu quelques cas de bombardement là, des entreprises qui se sont fait remplir de mauvais commentaires. Le concurrent qui s'amuse à faire des faux comptes et tout. Fait que c'est peut-être ça qui va être détecté. Ouais. J'ai hâte de voir. Bon point. Non, mais il y a une différence entre les faux commentaires et les commentaires négatifs, mais des commerces vont aussi payer des agences pour créer une tonne de faux commentaires positifs. Oui, ça, j'ai entendu ça aussi, que les agences s'amusent à faire dans les médias sociaux des bons commentaires, s'amusent aussi à mettre sur Reddit des commentaires élogieux, puis des avantages, puis des conversations supposément naturelles à propos des bénéfices du produit et tout. Aïe, aïe, aïe. Ouais. As-tu un garage? Non, je n'ai pas de garage. Je suis ce genre de gens qui trouvent que c'est un peu superflu dans une maison, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça avoir un double garage et sinon même 2 doubles garages. Pourquoi pas? Et voilà. Et Amazon va en profiter. C'est ça, on va bientôt avoir c'est un garage et un garage avec un ouvre-porte intelligent. On parle compatible avec le service MyQ. Je connais pas. En français, c'est mon cul. C'est pas Amazon Key, c'est pas, ouais. Écoute, c'est Amazon Key qui est le service qui dirige tout ça, mais le garage, la porte de garage intelligente doit être MyQ. On parle des marques Liftmaster et Chamberlain aussi. J'ai pas une grande expertise en porte de garage, Alain, dans mon petit condo du plateau. Non, mais une porte de garage avec dispositif mon cul, il me semble que c'est important de savoir que ça existe. On l'a dit, on parle de mon cul. Il faut associer son compte, indiquer l'option livrer dans mon garage et les livreurs Amazon vont pouvoir déverrouiller ton garage et faire la livraison, déposer l'article. La porte de garage, on espère, va être fermée ensuite. J'aime beaucoup le fait que une des premières choses qu'a dit Amazon, c'est que le livreur n'ira pas plus loin que 1,5 mètre à l'intérieur du garage parce qu'ils ont peur que les livreurs se fassent séquestrer, je sais pas. Je vais emprisonner le livreur! C'est ça, puis t'imagines que le gars là, hey, c'est bien un beau garage, ça, je vais faire un petit tour. Ici, ben oui. Ça peut être encore plus horrible. Ça va être disponible dans 1700 villes, y compris Montréal. Comme tu le dis, c'est le service Amazon Key qui va être offert aux membres Prime admissibles jusqu'au 31 mars
mars 2025 gratuitement. Mais attention, ça, j'ai vu dans les petits caractères qu'après la fin de la promotion, le prix de la livraison dans le garage Amazon Key va être 1,99 $. Par livraison? Livraison. Ah, wow! Fait que tu vas payer un supplément pour pas faire voler ton colis. Ouvre, non, mais le temps d'ouverture de la porte, quand tu y penses, les livreurs, de plus en plus, souvent chez moi, en tout cas, ils lancent les colis à distance. Ils lancent les par la colis, fenêtre de la voiture. Sur le bord de la porte, ça va super vite. Il faut que tu attendes que la porte s'ouvre, que tu mettes le colis, que tu attendes que la porte se déverrouille. Ça retarde beaucoup les livraisons, peut-être en banlieue, des endroits où, premièrement, il faut que tu fasses plus de distance pour faire moins de livraisons. Ouais. Puis aussi, tu as plus de portes de garage. Puis imagine l'hiver, ça sera pas chic là, si la porte est... Il y a une tempête de neige, puis il faut... Mais enfin, bon point. Regardez ça. Ça va peut-être changer. C'est inclus gratuitement jusqu'au 31 mars. J'avoue que l'hiver, peut-être que ça vaut la peine l'hiver. À 2 $ par livraison. C'est quand même pas abusé. Ça dépend de la livraison. Gratuit, c'est le fun, mais tu le payes autrement pour un article coûteux, comme un nouveau laptop S14 d'Asus. On va parler dans quelques minutes. Oui, tu fais livrer un laptop, tu veux pas que ça traîne sur le perron, n'est-ce pas? Nope. Écoute, c'est populaire l'Internet par satellite, Pascal, parce que c'est tout nouveau. Et on vient d'apprendre que Starlink, qui est pas mal le service qui existe en ce moment, je sais qu'Amazon a le projet Kuiper de mémoire. Il y en a Telesat au Canada qui essaie de lancer son projet Léo, mais eux, c'est dans une couple d'années encore. Et Starlink, qui a lancé en octobre 2020, est rendu à 4 millions d'abonnés déjà. C'est fou. J'ai écrit là-dessus et le problème, l'affaire avec Starlink, c'est que c'est un service qui est offert par SpaceX, ça c'est correct, mais qui transcende les frontières et qui n'a pas besoin de respecter aucune règle nationale de télécommunication. Là. Et là, quand on dit « Oui, c'est pas grave, ils vont juste servir les régions rurales éloignées à 4 millions d'abonnés pour l'Amérique du Nord », moi, si j'étais un fournisseur de services Internet résidentiel, je commencerais à grelotter un brin, là. J'aurais un petit frisson dans le dos, là. Je me dis... Puis Elon Musk n'est pas le genre de gars qui va dire... Je vais être respectueux des grandes entreprises de télécommunications, tu sais. Il n'a pas dit « Je vais faire attention à Ford et GM en lançant Tesla », là. En tout cas, en se joignant à Tesla, disons-le exactement. Mais bon, 4 millions d'abonnés pour Starlink. Ça ne fait que commencer. Je voyais que c'est Air France, après United, qui va avoir des connexions satellites gratuites. Fait que je pense qu'ils sont assez agressifs. Peut-être qu'un jour, les téléphones cellulaires, les iPhones de ce monde se connecteront exclusivement sur les réseaux satellites parce qu'ils commencent à le faire avec les SMS, mais plus la bande passante va s'ouvrir, moins on aura besoin des réseaux filaires, des réseaux sans fil même, terrestres. Quelque chose comme ça. À suivre. Il y a une petite dernière, Pascal. Une petite dernière, écoute, la touche copilote sur les nouveaux laptops copilote plus. La fameuse touche. Comme par exemple le nouveau laptop Asus. Il est bien pratique cet ordinateur. Il est vraiment pratique. Il y a une petite touche copilote qui est juste ici, juste à côté du Alt. Donc, tu as la touche, la barre d'espace, Alt, caractère, et tu as la touche copilote. Honnêtement, je l'accroche tout le temps. J'aimerais ça pouvoir... Ben oui, tu tapes, à un moment donné, tu veux faire le Alt ou tu vas aller chercher, tu accroches le piton du copilote. Je suis pas sûr j'aime ça. Qui a besoin de plus de boutons? Grande question philosophique. Applicable dans plusieurs scénarios. Applicable dans plusieurs scénarios, y compris l'adolescence. On va bientôt pouvoir changer, remapper cette clé-là pour ouvrir une autre application de son choix. J'espère qu'on va pouvoir la désactiver complètement. Ce serait une option que je considère sérieusement. Donc, c'est pour dire qu'ils ont mis cette touche-là sur les nouveaux copilotes plus PC pour les démarquer, pour qu'ils soient remarquables et tout. Mais finalement, on se rend peut-être compte que cette touche-là n'est pas aussi utilisée. Ceux qui ne veulent pas utiliser Copilote pour toutes sortes de raisons, ceux qui ne veulent pas payer, ceux qui n'ont pas de bénéfice à ça, tu pourrais mettre l'application de ton choix. Ben oui. Ben, je veux dire, Microsoft le sait, hein, quand tu forces les gens à utiliser une application spécifique sur ta plateforme, ça peut être une forme de monopole. C'est pas babel fun. Exactement. Pour l'instant, c'est une fonction qui est proposée en bêta. Ça s'en vient peut-être déployer là, pour tout le monde dans un futur proche. Seulement les applications signées sont approuvées pour l'instant. Tu ne peux pas installer des applications libres de droit. Il faut que ce soit des applications signées avec le certifié, ouais. Certifié Microsoft, ainsi de suite, pour que ce soit bien sécuritaire. Encore une fois, de quoi je me mêle. C'est ton bouton, fais ce que tu veux avec. Ben oui, c'est un peu ça. C'est ça, c'est mon bouton. Si je peux le péter comme ça. Je savais que tu allais dire ça. Bonne blague de bouton, tu savais. On a parlé de mon cul, on a parlé de péter. Ben voilà. Jusqu'où allons-nous aller dans ça? On va présenter notre commanditaire pour les actualités. Je pense que c'est dans l'ordre. C'est pas fin, non, c'est pas vrai. De plus haut niveau intellectuel, évidemment, on a un commanditaire pour les actualités, n'est-ce pas? Vous les connaissez, on leur parle. On vous parle d'eux chaque semaine, les gens d'Info Bref, qui vous font chaque jour des petits miracles de résumés d'informations, 10 nouvelles
rapido dans un beau courriel rédigé, formaté, envoyé dans votre inbox à 5h du matin tous les jours gratuitement. J'étudie, ça rentre tous les jours gratuitement dans votre inbox. 5 minutes de lecture efficace, 10 nouvelles, vous avez ce qui a besoin d'être su dans ce courriel-là. Donc, vous le savez, vous partez pour le travail comme un champion. Essayez ça, infobref.com. Il y a eu des petites conférences de presse cette semaine, des petits dévoilements, des petites nouvelles, le fun. Il y en a 2 qui ont retenu notre attention. La première, c'est du côté de Samsung. Ça confirme des choses qu'on soupçonnait, mais qui n'étaient pas encore officiellement confirmées et qui, là, maintenant, le sont. Samsung Canada va vendre chez nous 2 appareils. Le Galaxy S24 FE. FE pour Fan Edition. Je ne sais pas ce qu'un fan peut vouloir d'un téléphone bon marché alors qu'il pourrait se permettre la grosse machine. Ben c'est ça. Moi, j'aurais mis Fan Edition comme le modèle le Ultra, haut de gamme, en Ultra, là, tu sais, plus, une petite coche de plus. Tu es fan, tu payes plus. C'est un modèle plus abordable, au contraire. Ben voilà, plus abordable, mais qui conserve quelques éléments du S24 régulier. On parle d'un écran AMOLED de 6,7 pouces, quand même pas mauvais. Batterie longue durée, appareil photo de 50 mégapixels avec plein d'objectifs, le fun. Il va te faire en 4 versions, bleu, graphite, gris, menthe. Ça va s'en venir la semaine prochaine. Ça commence le 3 octobre, la précommande. Et l'autre affaire, celle qui m'intrigue le plus, parce que j'ai bien hâte de l'essayer, c'est la Galaxy Ring, l'anneau connecté que Samsung a dévoilé au courant de l'été là, dans un événement en France. Un appareil, une bague qui va coûter, c'est une bague de luxe, 550$. Donc, si vous voulez peut-être renforcer vos liens avec votre douce moitié, c'est un cadeau à faire à ce prix-là, quasiment, là, je sais pas. Je suis peut-être cheap aussi. C'est ça. Ah non, c'est une bague sans... Elle est connectée. Tu vas perdre un diamant? Non, du Wi-Fi. Ah, t'as dit affaire. Tu vas perdre du poids avec ça. Quel message veux-tu envoyer à ton Je dirais que tu vas mieux dormir, mais c'est peut-être pas super positif non plus selon les conditions. Plus. Écoute, il y a 2 affaires à savoir par rapport qu'elle coûte 550$. C'est que pour l'acheter, il faut d'abord commander un kit d'essai, des fausses bagues en plastique pour avoir la bonne dimension. Parce que important. Quand on achète un anneau, il ne faut vraiment pas se tromper et c'est pas toujours la mesure indiquée qui est la bonne parce que ça varie d'un fabricant à l'autre. Oui. Ça vaut la peine de l'essayer. Donc, l'épaisseur de la bague, tout ça fait varier les dimensions, donc c'est important. L'appareil donc peut être essayé dans une boutique Samsung Experience. Je pense pas qu'il y en a à Montréal de mémoire, mais il y en a en tout cas. Oui, il y en a une dans le centre d'achat avec le Decathlon et le Uniqlo. Ah oui? C'est une boutique Samsung qui est juste là. Fait que j'assume. OK. Ben écoute, on peut le faire à personne. On peut commander tout ça en ligne. Analyse du sommeil, suivi du cycle pour les femmes, surveillance de la température de la peau, suivi de l'activité. C'est un beau gadget quand même. Ça vaut la peine. Évidemment, il faut voir si ça vaut le prix parce qu'à partir de là, des fois, il y a des fonctions premium auxquelles il faut s'abonner. Puis là, c'est plus une machine à siphonner de l'argent qu'autre chose, mais on verra bien quand on aura la chance de l'essayer de plus près. Et le Galaxy Ring est aussi compatible seulement avec les téléphones Samsung. Ça, c'est un principe. Oui, il y a ça aussi. Si jamais vous voulez changer de téléphone Android ou passer du côté de la pomme, ça pourrait ne pas fonctionner. C'est pas comme les bagues de marque tierce, effectivement. Et l'autre grosse nouvelle cette semaine, c'était la conférence Meta Connect 2024 qui a duré, écoute, même pas 1 heure et pourtant qui avait du gros stock à annoncer. Je vais dire ceci. Pour les États-Unis surtout, parce que les médias canadiens sont boudés, ignorés, snobés par Meta. On n'a absolument aucun moyen d'avoir accès à quoi que ce soit à part de faire un petit tour aux États-Unis et d'aller bidouiller là-bas. Mais c'était Mark Zuckerberg qui était donc fier de présenter 3 nouveautés. Celle la plus intéressante, c'est le MetaQuest 3S, une version plus abordable du MetaQuest 3, qui était quand même assez cher. Là, j'ai vu le prix à 300$. Je présume que ce sont des dollars américains, parce que j'ai pas vu le prix canadien. On parle d'un casque de réalité virtuelle de résolution un petit peu moindre au Quest 3, en fait. Et là, j'ai trouvé des termes que je n'ai pas encore traduits, mais que j'ai hâte de voir la différence. On utilise des lentilles Fresnel au lieu de lentilles Pancake. Ça sonne comme un déjeuner ou un brunch, mais non, c'est une technologie d'affichage. Donc, j'ai hâte de voir. Évidemment, ça fait que c'est un petit peu moins net. Cela dit, la mécanique est la même processeur, tout le reste. Donc, ça reste un casque encore très versatile, disons ça comme ça, qui est toujours aussi bien conçu là, pour jouer à des jeux vidéo avant tout. Même si on veut beaucoup pousser la productivité chez Meta. Je pense que c'est l'important. Le Quest 3. Ça veut dire que c'est la même performance, mais c'est dommage que la qualité de l'image va être un peu réduite. Ouais. Mais est-ce que l'expérience va être intéressante quand même? Si seulement on pouvait l'essayer. En tout cas. Il y a eu les lunettes Ray-Ban aussi, les Ray-Ban Smart Glasses, là, qui apparemment ont un succès commercial inouï. On le sait pas vraiment. C'est des lunettes qui semblent tout à fait intéressantes. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on a lancé une version Wayfarer, ça c'est le modèle traditionnel de lunettes Ray-Ban. Shiny Transparent avec ce Fire Lens. On l'a dit en anglais, on ne le traduit pas en français, c'est ça son nom.
Ce que ça veut dire, c'est que ce sont des lunettes à monture transparente. Donc, on voit toute la quincaillerie à l'intérieur. Oh. C'est très élégant. Ça a vraiment de la classe. Surtout que ce modèle de verre fumé-là de Ray-Ban est un classique. Écoute, il transcende les générations. Je ne sais pas comment ils ont réussi, mais bravo à Ray-Ban. La technologie visible, ça va faire jaser. Ça rend ça très élégant. On ajoute des fonctions logicielles à ce modèle-là, qui n'est pas une nouvelle génération, là, qui est le même modèle que celles qui sont déjà en vente. Traduction en direct, dans les deux sens. On vous traduit et on vous aide à traduire à l'autre personne. Meilleure interaction vocale, évidemment, et on peut contrôler de façon vocale les applications musicales Spotify et Amazon Music, donc à voir. On pourra aussi scanner des codes QR et des numéros de téléphone, parce qu'il y a des petites caméras dans les coins, donc une façon de mieux combiner le numérique au réel, donc à suivre. Et la troisième grosse affaire, c'était les verres, les lunettes, en tout cas c'est un prototype parce qu'elles sont vraiment gigantesques, des lunettes à réalité augmentée qu'on appelle Orion, de Project Orion. Ça fait un petit bout de temps qu'on en parlait chez Meta, et là on a présenté un prototype qui va servir à développer les prochaines vraies lunettes à réalité augmentée qui seront mises en marché par Facebook, donc par Meta, pardon. Donc, ces lunettes-là ne seront pas à vendre, vont être utilisées pour développer, j'imagine, elles vont être prêtées à des développeurs pour développer des applications basées là-dessus. On a des objectifs, des lentilles en carbure de silicium. C'est des matériaux de l'ère spatiale, définitivement. Il y a des projecteurs dans la monture qui projettent des images dans ces lentilles-là, qui reflètent évidemment la lumière, disons, générée par le projecteur, pour avoir de l'information numérique par-dessus ce qu'on voit devant nous, de la réalité augmentée, donc tout à fait. On dit qu'on va pouvoir interagir avec les hologrammes créés sur les lentilles par la voix, par le mouvement des yeux, par le mouvement des mains. Il y a des capteurs de mouvement mur à mur là-dedans, donc j'ai hâte de voir. Évidemment, il y a contrôle vocal. Ça va venir avec des bracelets aussi pour mieux comprendre le mouvement. À un moment donné, il va falloir s'habiller en une marque entière de gadgets et d'appareils parce qu'il va y avoir le vêtement connecté, la montre, la bague, les lunettes, les bracelets. En tout cas, ça va être toute une histoire. Bref, ça va être à suivre. Il n'y a pas de date de lancement ou quoi que ce soit d'annoncer par rapport à ça, mais c'était le fun de voir ce gadget qui est un peu ce qu'on promet, là, l'espèce de rêve éveillé de la réalité augmentée, là, de dire un jour tu vas mettre tes lunettes, tu vas partir dans la rue et ça va avoir Internet devant toi tout le temps. Ben là, clairement, on pousse dans ce sens-là. Il reste à voir si ça va se concrétiser, mais ça, on le saura dans les prochaines années. Ça va être à suivre. Moi, je rêve de la reconnaissance faciale dans les lunettes qui va te dire « C'est Alain McKenna, la dernière fois à tel événement, qui est cette personne? » Ben oui, exactement. Qui est cette personne? Puis là, tu croises des gens, « Hey, ben oui. » Ben justement, je me rappelais de toi. Ben oui, voilà. Il va avoir ce 3 secondes de décalage, là. Oui. Ben oui, je te reconnais. La personne va regarder dans le coin un peu de ça. Elle va lire... Hey, tes yeux se croisent, là. Non, je savais qui. Je suis pas en train de lire. Qu'est-ce que je te reconnais. Et voilà, c'était les grosses nouvelles de la semaine. On prend une courte pause parce qu'il faut accueillir notre invité qui va se joindre à nous, Nathalie Dionne, vice-présidente régionale de TELUS, pour parler d'un service qu'ils viennent de mettre récemment là, en ligne, qui s'appelle En Continu Plus, qui est une façon d'écouter Netflix, Disney, mon Dieu, un paquet de services de streaming à moindre coût. Alors, on est curieux de savoir ce que ça mange en hiver, donc on la reçoit dans un instant. Restez avec nous, parce qu'on continue avec ça ici même, à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech, avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une tasse de tech. C'est le moment de l'émission, ou même presque de la saison, où on va vous faire économiser. Parce que souvent, on parle de gadgets qui coûtent cher, puis c'est vrai que ça coûte cher de plus en plus les technos. Et ça coûte encore plus cher quand on s'abonne aux services qui viennent avec les gadgets, parce que c'est souvent ça. On veut vous vendre le truc, et après, on aime ça vous vendre le forfait mensuel. Alors là, si vous voulez écouter de la vidéo ou de la radio, plein d'affaires, on peut payer cher rapidement. Ce qui est intéressant dans le cas qui nous concerne en ce moment, c'est que TELUS a vu ça passer et s'est dit « Ah, on flaire la bonne affaire ». Ils offrent un nouveau service. Ça fait quand même quelques mois, je le vois passer là, depuis un petit bout de temps sur leur site web, parce que c'est là où je vais quand je paye mes factures. Un service qui s'appelle En Continu Plus, qui combine plusieurs services vidéo à un prix évidemment plus intéressant que de payer séparément pour chacun de ces services-là. Et pour en parler, on a avec nous Nathalie Dionne, qui est vice-présidente régionale marketing de TELUS. Bonjour Nathalie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Écoute, on en discutait pour être sûr. TELUS offre des services de télécom complets dans l'Est du Québec. Donc, il y a déjà une base pour la télé et tout ça. Est-ce que c'est de là qu'est né ce projet, ou en tout cas ce forfait qui est En Continu Plus, parce que c'est pas de la télé câblée, c'est entièrement numérique. Comment on est passé d'un à l'autre chez TELUS?
C'est une excellente question, puis je vais commencer par vous dire que vous savez que l'ADN de TELUS est vraiment d'élargir ses réseaux et de bonifier ses réseaux pour offrir les meilleurs services, les meilleures technologies à ses clients. Fait que c'est dans cette optique-là qu'on a lancé le premier service de télé-IP en 2010 dans notre territoire traditionnel de TELUS, mais qu'on a également investi dans nos réseaux de fibre optique depuis 2013 pour vraiment faire évoluer à la fois nos services télé, mais également nos services de bande passante pour offrir à nos clients le meilleur du divertissement. Donc, on a lancé ce service-là et progressivement, on a vu les tendances d'usage de nos consommateurs évoluer. Et c'est pour ça qu'on a développé un partenariat avec Tout.télé Extra, qui est une plateforme OTT. Donc, depuis 2013, plus de 10 ans maintenant qu'on est partenaire avec Tout.télé Extra. Et on offre le service inclus à l'abonnement à nos clients Internet, télé, mobilité également. Et maintenant, maison connectée, donc pour s'assurer que ces clients-là puissent bénéficier de la meilleure valeur ajoutée à leur abonnement. Donc, on a continué de faire évoluer nos gammes de produits et services. Ce qu'on voulait également, c'est que nos clients qui visionnent ce type de contenu-là aient la meilleure flexibilité possible. Donc, ils ont accès maintenant sur leur décodeur depuis plusieurs années à Netflix, à Tout.télé Extra. Donc, ils peuvent l'écouter à la fois à la maison, dans leur déplacement. Et là, mais c'était pas tout. On voulait continuer de faire évoluer la gamme de nos produits. Donc, c'est de là qu'est né Stream Plus, donc en continu plus, qui est offert à l'échelle canadienne. Mais ce qui était important pour nous, c'était d'aller chercher les contenus sur demande qui étaient les plus populaires à la fois à l'échelle canadienne, mais aussi au Québec. Et c'est de là que oui, notre partenariat de Tout.télé Extra est toujours là, mais qu'on a fait évoluer la nouvelle gamme de produits en continu plus en incluant un nouveau forfait qui a été lancé récemment, qui inclut Club Illico, qui fait partie des contenus très populaires ici au Québec. Ben, j'allais demander, il y a des contenus québécois qui sont intégrés dans le forfait. Le Club Illico en fait partie, là. Oui, exactement. Donc, on sait que de plus en plus, les plateformes comme Netflix, Amazon incluent également du contenu québécois. On en a vu apparaître au cours des dernières années. Mais avec l'arrivée de Club Illico dans nos gammes de forfaits, ce qu'on voulait vraiment s'assurer, c'était de répondre aux besoins des Québécois qui sont très attachés à leur star system, aux séries originales québécoises. Et c'est important pour nous de soutenir ce volet-là, la culture québécoise, puis les besoins de nos clients également. Donc, à tout ça vient s'ajouter également Tout.télé Extra qui est toujours disponible. Donc, avec tout ça, nos clients ont accès au meilleur du divertissement. Ils ont le maximum de choix. Puis, on sait que la rentrée télévisuelle est arrivée. Donc, il y a plein de belles nouvelles séries. Donc, c'était vraiment quelque chose auquel on tenait à cœur. Mm-hmm. Je comprends que c'est un bouquet, en continu plus, c'est un bouquet de services à la demande. Donc, au lieu de s'abonner séparément à Netflix, si je comprends bien, s'abonner séparément avec Disney+, tu peux payer un montant par mois. Tu peux connecter tes comptes existants, fait que tu perds pas les séries, l'historique de visionnement. Ah, OK. Et tu n'as qu'un montant à payer au lieu d'avoir 4-5 services à payer. C'est un peu le principe. Exactement. Donc, comme on l'a fait, puis on l'a vu dans les produits traditionnels d'Internet, de télé, avec des forfaits de regroupement qui nous permettent d'économiser, ce qu'on voulait vraiment s'assurer, c'est que nos clients puissent avoir accès à ce type d'économie-là avec leur service de vidéo sur demande par abonnement préféré. Donc, un client qui s'abonne au service chez TELUS peut donc regrouper et lier ses abonnements actuels et pouvoir économiser. Donc, dans le cas du forfait Franco Plus, de base, c'est 19% d'économie que le client peut réaliser en s'abonnant et en regroupant. Donc, c'est quand même pas rien quand on sait que maintenant, plusieurs Québécois ont accès à non seulement une, mais 2 et même 3 plateformes en plus de leur abonnement télé. On trouve que c'est une valeur qui est exceptionnelle et encore une fois, on sauve 7,99 par mois en s'abonnant puisque Tout.télé Extra est inclus. Donc ça c'est en addition donc du rabais ou de la bonification de Tout.télé Extra. C'est drôle parce que je suis en train d'écrire un livre sur les moyens d'économiser sur ces services de streaming et c'est un élément que j'ai ajouté parce que c'est une façon. Je ne sais plus c'est quoi les stats, mais c'est le foyer canadien moyen paye pour au moins 3 ou 4 services par abonnement. Et ça revient cher rapidement parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Est-ce que de votre côté, vous comptez élargir l'offre d'en continu plus ou ce que vous avez en ce moment, c'est basé sur l'utilisation de vos clients? Comment vous déterminez ce que contient ce forfait-là? C'est une excellente question. Donc, on a actuellement différentes gammes de forfaits disponibles. Donc, vous avez peut-être vu celui-là avec
Netflix, Amazon et Disney, qui a été lancé plus tôt cette année. Donc, ce forfait-là est très, très populaire. On ajoute celui avec Illico, mais on vient chercher là, le top 5 des OTT là, qui sont le plus visionnés. Puis évidemment, on continue de suivre les besoins, l'évolution du marché pour vraiment amener à nos clients ce qui se fait de meilleur en termes de divertissement, pour vraiment s'assurer que la variété soit là. Mais évidemment, c'est ça, on continue toujours de suivre ces tendances-là, mais actuellement, avec les forfaits qu'on a de disponibles, on vient vraiment chercher la majorité. Mais vous avez raison, hein? Beaucoup de gens ont 1, 2, 3 OTT. C'est surprenant de voir les données et ça combiné à un service de télé traditionnel. Bien, exact. De pouvoir économiser avec ce regroupement-là, c'est clé. Ben, c'est une tendance forte dans le marché parce que vos concurrents font assez aussi, peut-être de façon différente. On sait que, par exemple, Crave chez Bell utilise le contenu de HBO, entre autres, pour se distinguer. Donc, c'est un contenu exclusif. Je regardais récemment Amazon et Global ont des services Stack TV, des trucs comme ça, où ils essaient de combiner des sources, généralement des sources américaines qu'on connaît moins ici. Est-ce que vous le voyez? Parce que vous avez des gens qui sont abonnés à la télé, des gens qui sont abonnés au sans-fil. Est-ce que vous voyez vraiment un mouvement des gens, des consommateurs vers les plateformes numériques ou est-ce qu'il y a encore, ce mix-là est encore bon pour plusieurs années avec la bonne vieille télé et le numérique en plus? Mais, tu sais, encore un besoin pour la télé traditionnelle parce que le sport, les nouvelles et même quand on regarde le marché québécois, spécifiquement les téléséries, donc le Star System est encore très important. Okay. Est-ce qu'on voit un virage? Oui, on en voit un. Parce que quand on regarde depuis 2013, la tendance a viré complètement par rapport aux clients qui avaient aucune télé versus maintenant, ou encore un client qui a un service télé et des OTT. Donc, on voit vraiment un virage dans la consommation, puis c'est sûr que ça va continuer d'évoluer. D'où le besoin de suivre cette évolution-là aussi, du besoin de nos clients. Et définitivement, on voit une évolution de cette utilisation-là. Je disais, je pense que c'est Marie-France Bazot qui écrivait la semaine dernière, qui regarde encore la télé? Tu sais, une façon de demander est-ce que les diffuseurs s'adaptent à la plus jeune clientèle? Parce que c'est vrai, quand on regarde les émissions, souvent, ça cible un certain démographique qui semble assez vieillissant. Et clairement, les jeunes s'en vont vers les plateformes numériques. Je ne sais pas si vous voyez ça de votre côté. Est-ce que ce sont des plus jeunes clients qui optent pour les forfaits en continu ou si c'est la plupart des clients qui vont avec ça? Je vous dirais que c'est vraiment varié parce que quand on regarde l'utilisation de ces plateformes-là en fonction des groupes d'âge, il y a vraiment une augmentation, là, peu importe le groupe d'âge. C'est sûr que ce qui peut venir varier, c'est le type de détention. Donc, les plus jeunes, la proportion qui ont la télé traditionnelle est beaucoup plus faible versus l'OTT qu'un profil un peu plus âgé ou les familles où eux, ils veulent vraiment garder la composante de sport, la composante de, comme je disais tout à l'heure, nouvelles, mais aussi les téléréalités ou les OTT. Donc, en fonction du groupe d'âge, on voit une variation en termes de détention. Effectivement, les plus jeunes, il y a une différence à ce niveau-là. Je remarquais aussi du côté du sans-fil, parce que c'est comme ça que j'interagis le plus avec TELUS, que vous avez bonifié beaucoup vos forfaits mobiles récemment. On a des limites à 200 gigaoctets par mois. Est-ce qu'en continu plus rentre dans le forfait ou c'est séparé en termes de consommation de données? En fait, l'utilisation du forfait en continu plus va comment je dirais, va être utilisé à travers votre forfait mobile. Donc, okay. Donc ça, c'est pas inclus, je vous dirais. Là. Donc, il faut que vous considériez ça dans votre utilisation. Ouais. Évidemment, la majorité des ménages ont Internet également, donc ça permet également de pouvoir optimiser l'utilisation. Puis, il y a des plateformes pour lesquelles on peut aussi télécharger le contenu à l'avance. Donc, vous l'avez peut-être déjà fait quand on prend l'avion, on se télécharge quelques séries d'avance. Donc, c'est possible de le faire également. Donc, effectivement... Ben, j'allais dire, à 200 gigaoctets par mois, c'est beaucoup de télé quand même. Qu'on se comprenne bien. Hein. Exactement. Puis, vous avez peut-être vu aussi que dans nos forfaits, on inclut aussi dans certains forfaits Disney. Donc, on a Disney, on a Tout.télé extra. Et là, on s'abonne au forfait en continu plus avec Illico. Donc, on a vraiment la consolidation de toutes ces OTT-là également. Puis, ce que je devrais vous dire aussi également, c'est qu'à travers l'abonnement dans Continu Plus, vous avez aussi accès à du contenu original produit par TELUS. Ah donc, oui. On a du contenu produit à l'échelle nationale, mais aussi du contenu produit ici au Québec, donc du contenu local qui répond aux besoins des gens locaux. Donc, je vous invite aussi à aller visiter cette section-là sur l'abonnement parce que puisque vous vous abonnez, vous avez aussi l'application TTV+, qui vient avec ça. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ce type de contenu-là local, vraiment intéressant. Nos clients télé dans notre secteur traditionnel de l'Est du Québec ont aussi accès à ce contenu-là via leur plateforme Téléori.
Moi, je connais un excellent contenu techno vidéo qui pourrait être exclusif à TELUS, c'est juste ça comme ça en passant. Je rigole. Mais c'est quand même intéressant de voir ces forfaits-là parce qu'effectivement, ça coûte cher assez rapidement. D'ailleurs, les gens, de plus en plus, ils payent plus cher pour les services numériques que pour la télé traditionnelle. Puis à l'origine, l'idée, c'était justement de combiner tout ça en une seule offre qui serait plus abordable. Donc, c'est bien de voir que les fournisseurs ont quand même des solutions qui ont dans ce sens-là. En continu plus, donc, j'imagine, il faut être client de TELUS pour en profiter. Vous n'offrez pas ça à des gens qui ne sont pas chez vous déjà. Et ça commence à... TELUS et Koodo également. Donc, Koodo, OK. Peut aussi avoir accès à ce forfait-là. Donc, je vous invite à aller consulter puisque maintenant, on a aussi le service Koodo Internet qui est disponible. Donc, vous pouvez combiner le service de Koodo Internet avec la mobilité, mais aussi avec le service d'en continu plus. Ça vaut la peine de pas aller voir ça sur les sites web de Koodo et de TELUS parce que ces jours-ci, et ça fait longtemps qu'on attendait ça, la concurrence s'anime dans les télécoms et clairement, le consommateur en bénéficie. C'est le fun d'avoir ces services-là apparaître. Nathalie Dionne, vice-présidente régionale marketing de TELUS, merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment extrêmement intéressant. Merci de l'invitation. Nous, on prend une petite pause et on vient avec nos gadgets de la semaine. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une Tasse de Tech. C'est ce moment de l'émission où je dis, c'est ce moment de l'émission où on va vous parler de gadgets. Clairement, je viens de faire une mise en abîme de catégorie champion, mesdames, messieurs. On a 2 beaux gadgets cette semaine et celui de Pascal me rend un... Ben non, je l'ai, je pourrais l'essayer moi aussi, mais j'ai pas eu le temps encore. Mais il est quand même assez cool. Le ZenBook S14 d'Asus qui m'a permis d'apprendre un nouveau mot quand ils ont lancé l'appareil, le céraluminum. qui se traduit pas super bien en français. C'est super drôle parce que c'est exactement ça avec quoi je voulais commencer. Écoute, la matière avec laquelle il est fait avec du céraluminum et c'est pour ça que j'ai gardé le petit sticker ici. Ouais. C'est une belle matière. Honnêtement, là, je trouve que ça fait un fini. De mémoire, c'est quoi? C'est de l'aluminium anodisé combiné avec une espèce de composante de céramique qui rend en fait, qui fait une texture le fun et qui le rend un peu plus rigide et plus léger. Okay, c'est ça. Et ça, moi, le feeling que j'ai, c'est un comptoir de cuisine. C'est bizarre, là, mais mon Dieu. Très solide, très résistant, ne fait pas de traces de doigts ou si peu. Si on met des empreintes dessus, c'est pas comme de l'aluminium, on verra pas l'empreinte de doigt. On va cependant voir des espèces de, moi je te dirais, de marques de graisse. Je sais pas comment le dire, c'est subtil. Ouais. On est loin du plastique noir cheap de la plupart des laptops. Exactement. Ouais. C'est un beau fini. Puis ceux qui nous regardent sur YouTube, là, je le montre et même avec le reflet de l'éclairage, ça reste très. Ouais, parce qu'en plus, il est texturé, strié, il design, comme on dit. C'est un laptop avec un écran de 14 pouces qui fait moins d'un demi-pouce d'épaisseur, qui pèse 1,3 kg, très, très léger. Il a, surtout, c'est un... Puis là, son nom complet est long comme le bras. Core Ultra, Asus ZenBook S14, Copilot Plus PC... C'est un de ces fameux PC Copilot Plus tels que définis par Microsoft au début de l'été, là, qui a comme un NPU puissant, il peut faire un nombre de téra patentes à choses d'opération. Oui, exactement. Ça, la beauté de ce laptop-là, c'est que il a le nouveau processeur Core Ultra, les fameux Lunar Lake qu'on entend parler depuis un moment. Et c'est très drôle parce que tu entends parler de Lunar Lake, rumeur, puis d'un coup, tu arrives, Core Ultra CPU, puis tu fais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ouais, ben c'est le nom de code versus le nom commercialisé. C'est le nom de code versus le nom commercial. Je trouvais que Lunar Lake, c'est quelque chose de cool, tandis que Core Ultra 7 CPU, c'est pas plus technique. Je ne veux pas défendre Intel, ils ont déjà assez de la misère à le faire eux-mêmes, mais la gamme Core Ultra comprend les Lunar Lake et la future gamme de, je pense que c'est Raptor Lake qui va aussi venir, mais c'est des processeurs pour tour de bureau, là, pour PC, desktop. C'est ça. Donc, ça va quand même s'appeler Core Ultra, mais c'est 2 générations de puces différentes. Ça vient mêlant vite. Ça fait partie du problème. Exactement. Il y a 2 versions, 16 ou 32 GB de RAM. J'ai eu la version Core Ultra 7 de 32 GB. Il y a là-dessus, écoute, tu as 1 GB. Qui est la bonne version. Un téraoctet de stockage. Un téraoctet de stockage, c'est pas rien. Et la mémoire vive, elle est intégrée sur la puce. Ça, c'est particulier. Ouais. Avant, tu avais des puces à part. Les processeurs Core Ultra ont la mémoire vive intégrée et le processeur neuronal, le processeur le NPU, ben oui. Le NPU dessus qui peut traiter jusqu'à 47
nits, quelque chose comme ça. Des tops. Des nits, c'est l'écran. Oui, ça vient mêlant vite. Tout à fait, parce que j'ai mes notes ici avec les nits. C'est 500 nits, c'est pas l'écran le plus lumineux, mais il est superbe. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Écran tactile, évidemment, ce qui n'est pas encore disponible du côté d'Apple. Wi-Fi 7, reconnaissance de visage Hello extrêmement rapide. Donc, tu ouvres ton laptop, ça te déverrouille tout de suite avec la reconnaissance faciale. Détail amusant, une housse est incluse. Oh! Pratique. Une jolie housse. Donc, on peut glisser dans sa housse, le porter, le transporter dans son sac avec une protection supplémentaire. Je trouve ça joli. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que le ZenBook, quand on le démarre, tu as un logo qui est tout petit dans le coin, qui ressemble étrangement au logo de Starfleet. Dans Sérieusement, là, c'est fatigant. Si tu es un amateur de Star Trek, c'est très drôle de voir l'ordinateur à démarrer. J'ai un petit feeling à chaque fois d'avoir le petit logo de Starfleet qui apparaît. C'est stylisé, mais c'est tellement similaire, ça se peut pas que ce soit une coïncidence. Et à quoi ça sert? C'est juste un logo? Il n'y a pas une fonction? C'est juste joli. C'est juste joli. C'est pour distinguer ici. Écoute, le laptop a jusqu'à 20 heures. On promet jusqu'à 20 heures d'autonomie avec une bonne performance. Et c'est ça la chose que Intel tente de montrer. Intel est un peu, disons-le, en mode rattrapage par rapport à Qualcomm et Apple, il y a quelques années, a révolutionné, a abandonné Intel, a lancé ses propres puces qui permettaient de doubler l'autonomie des laptops. Qualcomm est arrivé avec ses nouveaux processeurs qui, encore une fois, augmentaient significativement les laptops, l'autonomie des laptops. Et là, Intel dit, OK, nous aussi, on est capable. On arrive avec un laptop comme ça. Est-ce que j'ai eu 20 heures d'autonomie complet? Pas vraiment, mais j'ai été quand même très agréablement surpris que mon laptop, je pouvais le laisser en mode veille quelques heures, quelques jours, et j'avais quand même encore une excellente autonomie pour travailler longtemps. Il y a eu beaucoup de mises à jour de pilotes et de périphériques. On nous a d'ailleurs fourni le laptop un peu à l'avance en disant « Faites attention, il y a des mises à jour ». J'ai fait les tests de performance qui étaient suggérés dessus. Je fais jamais ça d'habitude avec un laptop, mais là, j'étais trop curieux. J'ai fait le test Steel Nomad de 3D Mark Lite. Installez ça dans votre ordinateur et j'ai vu qu'on pouvait jouer à un jeu à 24 images par seconde. C'est 3D Mark Lite, une version pour les ordinateurs portables. Et tu pouvais jouer confortablement avec 24 images par seconde. Ça donnait un score, si vous voulez regarder, 3D Mark Lite, la version Steel Nomad Lite, 3265, ce qui est très, très respectable pour un ordinateur portable. Et tu vas quand même avoir une bonne autonomie. Donc, tu as une bonne carte graphique dedans, tu peux brancher des périphériques, ainsi de suite. Vraiment hâte de voir. L'affaire qui est fun, c'est que je trouve que c'est excitant d'avoir un laptop avec une nouvelle puce, avec un nouveau processeur, une nouvelle technologie. Sauf qu'on se doute bien que l'an prochain, ils vont arriver avec la deuxième génération qui va probablement avoir corrigé des erreurs de jeunesse et affiner tout ça. Est-ce que je me précipiterais sur ce laptop-là aujourd'hui? Si ça fait quelques années que vous avez un laptop et que l'autonomie est 2-3 heures de la pile et que vous voulez avoir un gros gain de performance, oui, parce que vous allez avoir un ordinateur vraiment chouette. Puis, il n'est pas si coûteux que ça. On parle de 1800 $ pour le modèle avec 16 Go de RAM, avec le Core Ultra 5, un peu moins costaud. 2200 $ pour le Core Ultra 7 et 32 Go de RAM. Comparez ça avec les laptops similaires du côté d'Apple. Parce que oui, Apple... ou HP, Acer, les grosses marques de PC. Acer et tout. Dans ce genre de PC haut de gamme, là, de laptop haut de gamme. Tout est haut de gamme dans le clavier. Tout est vraiment formidable. Dans ce laptop-là, il n'y a pas de compromis. Écoute, il y a 2 ports USB-C, un port USB régulier, prise d'écouteurs, port HDMI. Fait que tu as une connectique pour un ordinateur aussi mince. Normalement, là, beaucoup de laptops que j'ai eu récemment avaient des ports USB-C, that's it. Ouais. Là, tu as quand même le port USB-A. Non, c'est une machine qui va bien vieillir, ça, je peux vous le dire. Moi, si tu permets, et tu as fait un petit peu allusion tout à l'heure, mais le gros défaut que je trouve irritant, et ça ne vaut pas seulement pour ce produit-là, c'est les mises à jour éternelles de pilotes, parce que là, tu as Windows, donc tu as les machines Microsoft. Évidemment, les logiciels que tu installes qui n'ont rien à voir avec aucune marque de fabricant, peu importe. Mais tu as Microsoft. Ensuite, tu as Intel avec ses puces.
généralement, tu as NVIDIA aussi avec sa carte vidéo, s'il y en a une. Après ça, tu as Asus comme tel avec ses propres pilotes. À la fin de la journée, tu as des mises à jour éternelles et continues sans bon sens. Tu es toujours en train de mettre ton ordinateur à jour et ça, moi, ça devient un irritant rapide. Je pense que Microsoft essaie de se limiter à 2 grosses mises à jour de Windows par année. Comme l'espèce de tune-up saisonnier, là, comme une voiture. Là. Oui, on devrait arriver à ça à un moment donné. Tout le monde s'est dit, bon, regarde, on fait ça 4 fois par année, c'est fini. Ça ferait tellement du bien. Là. Parce que moi, ça devient un irritant. Là. Je suis comme toujours, tu ouvres ton ordi, tu viens faire de quoi? Poup, on va redémarrer. T'es comme, pourquoi? Ou là, poup, il y a une mise à jour. Puis là, tu sais pas ce que tu rates ou pas. Je suis un peu en désaccord là-dessus parce que, puis là, encore une fois, je vais juste jouer le gars contraire. Tu peux me dire que je n'ai non, mais l'autre argument, c'est aussi. Là. Il y a toujours un côté festif à avoir une mise à jour. Voyons ça comme ça, en tant que gars de techno, des nouvelles fonctionnalités. Mais surtout les corrections de bugs. Les corrections de bugs. Les failles de sécurité et des trucs critiques, évidemment, c'est important. C'est ça, que ça se mette à jour 3 fois dans une journée, moi, ça me dérange pas du tout. Mais Google sur Android le fait une fois par mois, je pense, l'espèce de mise à jour de sécurité. Une grosse mise à jour de sécurité dans les téléphones Android. Mais là, il y a un meilleur contrôle des applications qui peuvent être installées du côté Microsoft, comme c'est constamment en contact avec Internet, constamment utilisé avec différentes applications de différentes sources. C'est pas normal. Mais je lance le débat. Les mises à jour. Mise à jour. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on abandonne? On n'a plus de mise à jour. On va faire ça. Il n'y a pas de solution dans le milieu. Il n'y a pas de zone grise. T'es pour ou t'es contre. T'en veux tout, t'en veux pas. C'est tout. C'est un débat. Après ça, tu jettes ton laptop, tu le remplaces par un autre. Ça, c'est la meilleure des options. Mais je suis d'accord avec toi que quand tu veux travailler puis qu'ils te disent j'ai besoin de redémarrer puis ça démarre pendant 5 minutes, ça brise un peu ton flow. Mais ça vaut pour tout, tu sais. Le jour où tu veux jouer à ton jeu sur Xbox, ça fait 2 semaines que tu n'as pas touché à ta console pour que tu fasses une mise à jour. Là. Deux choses, moi, qui m'embêtent encore plus que ça, si tu veux, plus que les mises à jour, qui au moins apportent des nouvelles fonctionnalités, des correctifs de bugs, c'est les publicités de jeux. Quand tu es en train de travailler, tu démarres ton PC puis qu'il y a une publicité de game Xbox, quelque chose. Hey, je veux travailler. Fais-moi un de jeu, ça m'énerve. Et les trucs, vous avez redémarré l'application. Est-ce que vous voulez nous donner vos commentaires? Non. Êtes-vous satisfait de votre expérience? Non. Pose-moi pas la question là, me répondre des choses que je pourrais regretter en cours. Et ça m'embête toujours là, quand tu ouvres une application puis voulez-vous nous donner vos commentaires? Non! Votre avis est important pour nous. Ben là, trop tard. Fais un bon logiciel. Non, mais c'est ça. Demande-moi-le quand je suis dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire jamais. Ça arrive pas souvent. Ouais. En tout cas, les gens qui nous écoutent maintenant peuvent savoir ce qu'on pense de ces choses-là. Et voilà. Fait que super beau laptop. Si vous avez vu sur le marché pour les laptops, en ce moment, ça bouge beaucoup. Il y a des belles options. Nouveau processeur de Qualcomm. Nouveau processeur. D'ailleurs, Asus lance des ordinateurs avec des processeurs aussi. Oui, mais ils avaient hâte d'être dans la gamme Copilot Plus, eux, avec leur nouveau Plus aussi. Fait que c'en sont de bons. Et on promet une durabilité aussi dans le temps. Là. Donc, clairement, c'est un laptop qui pourrait durer longtemps. Merci, Pascal. Je sais pas, moi, si le gadget que j'ai cette semaine va durer longtemps. Je pense que c'est fait pour durer longtemps. C'est l'Apple Watch Series 10, Series 10, comme on dit dans le langage de Tim Cook. C'est la 10e version de l'Apple Watch. Et pour marquer le moment, on a créé une montre qui, ça paraît pas au premier coup d'œil, mais a probablement la plus grande amélioration, les plus grandes révisions depuis la création de la montre, à part l'Apple Watch Ultra, qui est une montre, peut-être une gamme à part, de certaine façon. Une montre qui coûte, et encore une fois, on n'est pas dans les gadgets abordables, $549, faut en tenir compte. Et après ça, il faut acheter un bracelet. Je peux vous donner ce conseil. Des bracelets Apple sont vraiment excellents et beaux et tout le kit. Il y a des bracelets Hermès à 1000 quelques piastres aussi qui sont vraiment spectaculaires. Mais il existe des bracelets à sous les $50 qui vont vraiment faire votre bonheur. Il faut les trouver, là, ça se trouve facilement. Ce sont des bracelets propriétaires et ça de toutes les marques de montres connectées qui ont eu la géniale idée de faire des bracelets propriétaires. Ça devient un problème. Il y a des adaptateurs, il y a des petits connecteurs là, qui permettent de faire de les rendre universels, mais évidemment, ça prend l'adaptateur. Ça, c'est extrêmement vrai, c'est un gros problème, puis c'est une mauvaise habitude des fabricants d'appareils électroniques. Ce qui est nouveau sur la montre, c'est qu'on a revu surtout l'affichage pour le rendre plus grand. On a légèrement arrondi les coins du boîtier pour la rendre, elle n'est pas ronde, elle ne sera jamais ronde, mais elle est légèrement plus arrondie. Ça reste un appareil qui est très carré. Le ratio d'image, d'ailleurs, est très carré. Avant, il était très vertical.
Et là, on est allé rogner dans la bordure pour aller chercher un affichage qui, dit-on, est 30% plus grand que ce qu'était l'Apple Watch de série 3 à 6, donc une montre qui a peut-être 4-5 ans. Et peut-être qu'on fait de l'œil à ces gens-là, leur dire « Hey, ta montre, si elle est vieille, celle-là, elle vaut la peine pour renouveler. » Donc, si vous avez une idée de... Si vous vous demandiez combien de temps dure une Apple Watch, là, ben, dites-vous que Apple espère que ce soit de 5 à 6 ans environ. Ça peut être plus que ça. C'est vraiment selon vos besoins, mais c'est l'embêtement avec les montres électroniques. C'est que quand tu achètes une montre mécanique, ça dure toute une vie, et même plus. Tu as besoin de faire des mises au point de temps en temps. Ben oui, c'est sûr. Mais des montres qui se donnent de génération en génération, ce ne sont pas des montres connectées, on s'entend. Cela dit, on n'achète pas ces montres-là pour la même raison. Dans ce cas-ci, on a voulu améliorer en donnant plus d'affichage, plus d'espace pour l'affichage. On a l'équivalent d'une ligne de texte de plus dans les communications de texte qu'on reçoit. C'est une belle addition, c'est le fun. On a plus d'espace, les caractères peuvent être plus gros. On a plus de clavier. Vous savez, le petit clavier, quand on veut tapoter sur la montre, il est 20% plus haut. Donc, les touches sont plus faciles. C'est-à-dire que, puis moi, en plus, j'ai des gros doigts. Quand j'appuie sur une touche, j'écrase la moitié du clavier. Là, c'est un petit peu moins apparent. Puis, il y a de la correction aussi au niveau logiciel qui fait qu'on a tendance à taper la bonne lettre au bon moment, celle qu'on veut. Donc, ça marche bien. Et plus d'espace d'affichage, évidemment, ça permet aussi d'afficher plus de données sur les exercices qu'on veut faire. Parce que ça, c'est évidemment l'intérêt numéro 1 de cette montre-là, c'est de faire de l'activité physique pour avoir son suivi, avoir un petit coach, avoir un petit moniteur, dans le fond, d'activité physique. Ça, c'est la bonne partie de la chose. On a réduit... Elle est moins épaisse que les montres précédentes de 1 mm environ. Elle est à 9 mm. C'est pas une grosse affaire, on s'entend, mais ça fait... pour ceux que ça agaçait. Je pense, et je pense, et ça ne veut pas dire que l'Apple vous le confirmera pas, mais j'ai l'impression qu'on cible un public d'acheteuses, je devrais dire, féminines davantage, en faisant une montre qui est plus profilée, alors qu'il y a bien des gars qui aiment les grosses patentes. Moi, j'aime bien le bling, je fais partie probablement de cette démographique-là, alors que l'Apple Watch est plus fine maintenant, plus raffinée, je dirais. Donc, ça peut faire partie de la réflexion. Elle est de 10 à 20% plus légère, selon ce que vous regardez comme... parce qu'il y a une version en titane, avec le boîtier en titane, qui est un petit peu plus légère aussi que la version de base qui est en aluminium. Oui. C'est un beau matériau. Les montres en titane, c'est vraiment... Oui, c'est élégant. Et dans tous les cas, je veux dire, il n'y a pas de... Pourquoi cette montre-là se vend plus que les autres montres connectées? C'est parce qu'elle fait tout ce qu'on veut qu'elle fasse, tout ce qu'on veut qu'une montre connectée fasse. Évidemment, il faut un iPhone pour que ça fonctionne à 100%, là, parce que c'est le départ. Ça fait partie de l'écosystème. C'est son défaut, mais elle fait tout ce qu'on veut. Les autres montres, quand je prends une montre connectée, je la compare à une Apple Watch. Est-ce qu'elle fait tout ça? Et il n'y en a pas une qui accote. On peut avoir de la musique, on peut avoir du cellulaire si on a besoin, on peut avoir des données, des métriques de plein de façons. Évidemment, on peut faire le suivi du sommeil avec cette montre-là, mais OK, excuse-moi. Ça, c'est une autre question. On a un autre débat à partir, Pascal, pour ou contre dormir avec une montre. Je trouve pas ça facile. Moi, je suis pas capable. Je trouve pas ça facile. J'aime porter des montres. Je porte des montres depuis que je suis tout petit. Mon bracelet semble nu quand j'ai pas de montre. Bon. Mais dormir avec une montre, spécialement une montre plutôt grosse, que, comme tu dis, j'ai une tendance à préférer les montres plus costaudes que fines. Dormir avec un gros truc au poignet, c'est pas terrible. Voilà. Ben, on essaie, elle, de la rendre plus mince pour ça en se disant, il y a aussi un suivi du sommeil, le fun. Puis effectivement, je tombais sur une étude, ça a fait jaser, j'ai écrit ça dans la presse la semaine dernière. Le suivi du sommeil des montres connectées est loin d'être de calibre médical, disons-le comme ça. Donc, des fois, il faut leur prendre puis en laisser à ce niveau-là. Mais il faut évidemment porter le gadget pour que ça fonctionne. Et je ne sais pas à quel point les gens l'utilisent. Dans le cas de l'Apple Watch, ici, bon, plus d'écran, nouveau processeur S10 plus performant. On ajoute une nouvelle fonction, et ça m'a fait un peu rigoler. On peut jouer de la musique sur sa montre, sur le haut-parleur de la montre, sans avoir nécessairement le jumelé des écouteurs. Ça, c'est la nouveauté, et ça fonctionne seulement sur la S10. Les anciennes montres Apple Watch ne le permettent pas. Et ça, on peut le faire sur les montres d'autres marques depuis plusieurs années, mais ça sonne toujours un petit peu cacane. Apple, parce qu'Apple, c'est Apple, ils disent on a revu le système de haut-parleur pour que le son soit bon. Et je vais vous dire ceci, la musique là-dessus est vraiment bonne. Oh. C'est étonnant. C'est un peu inutile, mais c'est très bien. Puis surtout, ce qui est le fun, c'est comme les gros parleurs ont été revus, ils sont plus compacts, mais ils font un bon son malgré tout. Et on peut avoir une belle conversation téléphonique. C'est surtout ça qui est le fun. Si vous avez jumelé avec votre iPhone, gardez l'iPhone dans la poche et vous parlez dans votre montre. Ou si vous avez la connexion cellulaire dans la montre et que vous recevez un appel, vous pouvez parler dans la montre. Et ça, il n'y a pas grand autre monde qui arrive à faire ça, là, je vais vous le dire. Là, c'est quelque chose tu sais, jouer à Dick Tracy, si ça vous excite, l'Apple Watch, il y a une montre qui le fait et c'est celle-là, comme du monde.
Et ça, c'est pas mal cool. Le haut-parleur va bien. Le micro va bien aussi pour les gens qui sont à l'autre bout, qui nous entendent. C'est étonnant. Et je comprends pas qu'il y ait juste Apple qui arrive à faire ça, mais bon. C'est un gros plus pour l'Apple Watch, on va vous le dire. Nouvel affichage OLED. On l'a revu pour être plus facile à voir en angle, là, comme ça, parce qu'apparemment, quand on regarde sa montre, des fois, on la regarde. Ben, c'est très vrai, on la regarde pas toujours de plein front. Donc, on peut. Et là, on voit mieux ce qui est affichable. On a un taux de rafraîchissement d'un 1 Hz dans le mode de veille qui fait de 1 Hz, c'est une fois par seconde essentiellement. Ben oui. Donc à chaque seconde, on peut rafraîchir l'image, ça n'affecte pas trop l'autonomie. Donc à chaque seconde, qu'est-ce qui change sur un cadran de montre? L'aiguille des secondes. Donc dans les cadrans, en mode Always On sur l'Apple Watch, les secondes changent, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, ça arrêtait aux minutes. Et là, ben, on dit on peut maintenant, là, j'ai pas le bon cadran pour vous le montrer, mais sur les cadrans où on voit l'heure avec les secondes tiquent à chaque seconde. C'est quand même pas mal le fun. Et tout ça mis ensemble, ben, on annonce toujours la fameuse autonomie d'une pleine journée de 18 heures. Donc ça, c'est la plus belle phrase jamais inventée. Ouais. Pour l'enregistrement du sommeil, je trouve que c'est l'obstacle majeur parce que si tu ne recharges pas ta montre à un moment donné dans la journée, ta montre va soit s'arrêter au milieu de la nuit, soit arrêter au milieu de ta journée, ce qui est encore plus embêtant. Clairement, la question de mettre une batterie dans une montre est un frein à ça chez Apple. Il y a des montres qui font 4-5 jours. Ce qu'on dit chez Apple, c'est qu'on a amélioré la recharge. On peut recharger en 30 minutes pour remonter le taux de charge à 80% de la capacité complète, ce qui est quand même pas mal. Ou on peut reprendre l'équivalent de 8 heures d'utilisation en 15 minutes de recharge. Ça prend évidemment le chargeur de la montre. Donc, on peut, en se brossant les dents, avant d'aller se coucher, brancher sa montre et on peut faire le suivi du sommeil. Il faut développer l'habitude. J'ai l'impression que quand on fait un suivi du sommeil, on veut le faire activement, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas juste au cas où, mais parce qu'on veut vraiment savoir si on dort bien et on veut corriger des choses. Donc, on peut prendre la peine de charger sa montre, mais effectivement, on ne peut pas juste le faire une fois par semaine. C'est charger sa montre une fois par semaine puis quand même faire le suivi du sommeil. Donc, ce sera toujours le principal défaut de cette montre-là, c'est l'autonomie très courte qu'elle permet. Ce que je comprends après avoir parlé aux gens d'Apple, c'est qu'ils ont tellement réduit la mécanique pour qu'ils ont pu mettre la plus grosse batterie qu'ils pouvaient et ils arrivent quand même à cette espèce de 18 heures d'autonomie, qui est très vrai. Là, c'est pas la moitié, on n'a pas exagéré, là, si on arrive à peu près ça. Mais si on fait un suivi du sommeil, puis on fait de l'activité physique, puis on active le GPS, puis on active plein d'affaires dessus, ça draine plus la batterie, mais c'est dans l'ensemble... Son talon d'Achille, il n'y a pas de doute. Dans l'ensemble, il faut que je la compare avec d'autres. Il faut que j'aille faire de la course. C'est mon prochain défi là, pour voir est-ce qu'elle est meilleure que d'autres, tout ça. Mais le suivi de l'activité physique est toujours extrêmement bon sur les Apple Watch. Je les regardais, et c'est pas moi qui le dis, je regardais 2 ou 3 études universitaires qui comparaient différentes montres. Et en ce moment, c'est quand même un drôle de hasard, les montres qui sont les plus précises, c'est l'Apple Watch et la Google Watch, la Pixel Watch 3 de Google, qui ont les meilleurs capteurs cardiomètres. Et l'autre, c'est SpO2, donc le taux d'oxygène dans le sang. À partir de là, les montres combinent un paquet d'autres affaires pour vous donner une idée de votre activité physique et tout le reste. Mais bref, ce serait une des montres qui, si vous êtes pointilleux sur les données précises quand vous faites du sport, c'en est une qui est à considérer. Évidemment, 549$, il y en a des moins chers, mais il y en a aussi des beaucoup plus chers. Hein. Garmin et les spécialistes font des produits qui coûtent 800$ en montant et ça va Polar vite. Ici, je pense que les 1000$ avec son bracelet, mais l'autonomie de presque une semaine. Voilà. Et les cartes sont intégrées et tu peux contrôler ta musique et c'est très chouette, mais tu n'as pas toutes les fonctionnalités de l'Apple Watch. Exactement. Et là-dessus, on a effectivement Apple Music hors ligne et en ligne selon ce que vous avez comme configuration. Bref. Belle amélioration, belle évolution de l'Apple Watch. On la joue conservateur chez Apple. Il n'y a pas encore le gros redesign qu'on promet ou en tout cas dont on entend parler dans les rumeurs depuis un petit bout de temps là, avec une montre qui serait ronde ou pas, peu importe. Donc on y va avec un modèle qui a fait ses preuves, n'est-ce pas? Et si vous êtes dû ou si vous n'avez pas, ou si vous avez une vieille Apple Watch et que vous voulez renouveler, c'est peut-être la montre la plus transformée, la Series 10, depuis de nombreuses années. Donc, c'est peut-être le moment de considérer ça. Évidemment, il faut avoir un certain budget parce que ça veut dire qu'il faut avoir un iPhone et que peut-être ça va vous prendre un nouvel iPhone si vous voulez. Parce que tant qu'à faire, pourquoi pas, et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être un doigt dans l'engrenage des dépenses inutiles. Mais dans le marché des montres connectées, c'en est toujours une qui est parmi les meilleures. Donc, ça n'a pas changé. Point.
Alain, merci. Ouf, je suis soufflé. Ben, merci Pascal aussi. C'était un gros show. On avait bien du stock. Et là, il y a un camion qui recule quelque part. Je sais pas si c'est chez moi. Il y a un camion qui recule devant chez moi. C'est l'horreur parce que je l'annonce. Là. On a mis un avis dans ma porte comme quoi on allait refaire la canalisation dans ma rue. Et que pour au moins 10 semaines, je vais bientôt avoir des camions et des marteaux-piqueurs. Après déjà une dizaine de semaines où, au bout de ma rue, on avait bouché le bout de ma rue pour justement changer la canalisation sur la rue parallèle. C'est ma rue qui égoutte dans les prochaines semaines. J'ai un petit peu peur. C'est le signe que si on n'arrête pas d'enregistrer, notre podcast va exploser. Donc, le podcast s'autodétruira. Désolé pour le camion. J'aimerais être dans un studio insonorisé, mais on a la beauté, la flexibilité d'enregistrer à la maison et je trouve que c'est un incontournable. On va remercier TELUS, notre partenaire. Merci beaucoup à Nathalie Dionne qui nous a parlé. Réécoutez l'entrevue, vraiment des belles options. Regardez l'option en continu plus. Vraiment 20% d'économie sur les services auxquels vous êtes probablement déjà abonné. Super intéressant. Plan Hub, merci à vous. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout dans le monde entier. Claude Hébert à la mise en onde, Jean-Christophe Ouellet aussi. Alain McKenna, on peut te lire entre autres dans la presse. Oui. On peut venir sur pascalforget.com. Mon super site, n'hésitez pas. Je mets souvent des notes et des commentaires sur les produits que je teste et que j'essaie. Absolument, allez lire ça. Ça vaut la peine. Et sinon, venez nous écrire sur les réseaux sociaux. Il y en a plein des réseaux sociaux. C'est le fun. Vous pouvez nous écrire. On est facilement rejoignables. Sinon, on vous souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.